Voilà. Donc, merci Clément. Donc, au programme de cette conférence, quelques éléments de contexte sur le secteur du bâtiment. Quels sont les enjeux qui vont autour du bâtiment et les objectifs. Ensuite, une seconde partie sur la présentation d'une manière générale de la construction passive, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Dans une seconde partie, je ferai différents focus sur les piliers de la construction passive, à savoir l'isolation qui est renforcée, des fenêtres à très haute performance énergétique, l'étanchéité à l'air du bâtiment et enfin la ventilation. Dans une dernière partie, je vous parlerai d'un sujet qui est particulièrement actuel, le confort d'été, et quelles sont les spécificités du bâtiment passif par rapport à cette thématique. Enfin, je vous présenterai les critères pour les labels bâtiments passifs en rénovation. Il y en a 2. En fonction du timing, quelques ressources supplémentaires que je vous présenterai en non ou non. Dans tous les cas, vous aurez accès au support de présentation, donc vous pourrez avoir accès à ces ressources supplémentaires. Et enfin, nous aurons dans la deuxième partie de cette conférence le retour d'expérience de Clément, qui est donc ingénieur, qui a conçu et rénové en partie par lui-même sa maison, et nous partagera donc son retour en tant que concepteur et en tant qu'occupant. Pour démarrer, je vais vous présenter Grand Paris Seine-Ouest Énergie, l'agence locale de l'énergie et du climat, qui a donc organisé cette conférence. Nous sommes une association créée en 2018 à l'initiative de l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest. Nous avons pour objectif, d'une manière générale, de lutter contre le réchauffement climatique, avec des sous-objectifs pour y arriver, nous encourageons la performance énergétique des bâtiments et faisons la promotion des énergies renouvelables sur notre territoire. Donc, pour cela, nos missions opérationnelles sont le conseil et l'accompagnement des particuliers, des copropriétés et des entreprises qui ont des projets de rénovation énergétique. Donc, nous faisons cela plutôt sur des sujets techniques et financiers, et notamment le sujet des aides financières qui peuvent être mobilisées pour les projets. Nous faisons ça de manière neutre et indépendante. Nous n'avons pas de financement privé, ce qui nous permet d'avoir un regard neutre sur cette thématique-là. Nous avons également un pôle collectivité pour accompagner les entités publiques sur notre territoire pour engager et poursuivre leur transition énergétique en passant notamment par la rénovation du patrimoine public. Notre seconde mission opérationnelle est d'informer et de sensibiliser grand public et professionnel dans le cadre d'événements que nous organisons. Par exemple, une conférence comme celle-ci, des ateliers ludiques, par exemple des fresques du climat. Nous organisons également des visites de bâtiments, des maisons individuelles rénovées ou des copropriétés rénovées. Nous participons aux manifestations locales pour intervenir sur des sujets liés à l'énergie et au climat. Et enfin, également, des balades thermiques pendant l'hiver qui permettent de visualiser les déperditions au travers de l'enveloppe des bâtiments. Alors, quelques éléments de contexte pour démarrer. Le bâtiment est un levier majeur de la transition énergétique sur le territoire français. C'est un secteur qui représente environ 45%, c'est-à-dire presque la moitié de la consommation d'énergie finale sur le territoire, dont 30%, c'est-à-dire les 2/3, uniquement pour le logement. Sur le visuel de droite, vous voyez les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, avec une répartition selon 2 phases. Premièrement, la phase travaux, qui apparaît en jaune en bas, et au-dessus, la phase usage, qui se répartit en vert et en bleu. Donc, c'est toute la partie utilisation du bâtiment. Ce qu'on peut voir, c'est qu'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la partie utilisation du bâtiment, déjà. La partie supérieure prend une part beaucoup plus importante que la partie basse en jaune. Et ce qui saute également aux yeux, c'est que c'est le chauffage, que j'ai entouré en rouge, qui prend la plus grosse part de ces émissions en phase usage. Ces émissions liées au chauffage, elles sont principalement liées à l'usage de chaudières au fioul et au gaz, qui sont encore très présentes partout sur le territoire. Pour pallier à ça, l'objectif inscrit dans la stratégie nationale bas carbone
qui est un objectif national, c'est d'avoir l'ensemble du parc immobilier qui est au niveau BBC d'ici 2050, c'est-à-dire des étiquettes énergie A ou B. Étant donné que la durée de vie des bâtiments est assez élevée, on va dire, disons, 50 ans, il est important de bien comprendre que une large part de ce parc immobilier est déjà construit. Et donc, pour cela, il faut le rénover en quantité importante. À l'heure actuelle, une grande partie des dossiers MaPrimeRénov', qui est l'aide publique nationale à la rénovation énergétique, ne concernent qu'une seule action de travaux. Très souvent, un changement de chaudière ou des changements de fenêtres, mais très loin de projets qui devraient être concernés au moins 4, 5 lots de travaux, voire 6 idéalement, pour atteindre l'objectif. Un autre élément de contexte sont les épisodes caniculaires qui sont plus fréquents et plus intenses, ce qui ne devrait a priori pas s'améliorer à l'avenir. En ce moment est une bonne période pour en témoigner. La pandémie de Covid-19 nous a également permis d'amener dans les médias grand public un sujet qui est la qualité de l'air, et notamment à l'intérieur des logements. On a vu l'apparition de ces petits capteurs là que vous voyez sur le slide qui permettent de mesurer des taux de CO2 à l'intérieur des logements, qui n'est pas l'unique indicateur. Mais voilà, ça a permis de populariser ce sujet-là et de prendre conscience de cette problématique. En objectif global, je dirais qu'il est nécessaire de massifier la rénovation énergétique globale et performante, cohérente également, en y embarquant le sujet du confort d'été pour s'adapter au climat futur et le sujet de la qualité d'air intérieur pour une question de santé publique. Pour répondre à ces problématiques, donc la construction passive joue pleinement son rôle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un principe de conception et de construction qui résulte d'un projet de recherche et développement mené en Allemagne sur la thématique de la physique du bâtiment, projet qui a été mené à la fin des années 80 par des chercheurs allemands, autrichiens et suédois, il me semble. Le concept, c'était la recherche d'un optimal de conception et de construction des bâtiments qui permettait de réduire drastiquement la quantité d'énergie consommée pour le fonctionnement du bâtiment, en embarquant la thématique du confort thermique, parce que c'est très simple de faire un bâtiment qui consomme très peu si on chauffe très peu. Donc, embarquer le confort et également embarquer la qualité d'air intérieur. Une contrainte ou une opportunité en plus pour ces chercheurs, c'était d'adapter ce concept à tous les climats et à tous les bâtiments. Donc, vous voyez sur le slide en haut le premier bâtiment passif conçu à Darmstadt en Allemagne. Il est toujours sur pied, toujours utilisé, et il fonctionne toujours aussi bien. Ensuite, vous voyez qu'aujourd'hui, donc là, en un peu plus de 30 ans d'existence de ce concept, il s'est répandu partout autour du monde. À l'heure actuelle, on estime, il y en a environ un peu plus de 5000 partout autour du monde labellisés, et sûrement 10 fois plus partout autour du monde. Ça représente 400 bâtiments labellisés en France, et probablement, de la même manière, à peu près 10 fois plus, qui sont haut niveau, qui respectent les exigences, mais qui ne sont pas labellisés. Donc, ce concept est une réponse adaptée à toutes les problématiques que je vous ai présentées sur le slide précédent, le contexte que je vous ai présenté, besoin de réduire la consommation, les émissions de gaz à effet de serre, amélioration du confort thermique hiver comme été et la qualité d'air intérieur. La définition puriste du bâtiment passif, ça va être un bâtiment, donc en résultat de ce projet de recherche et développement, c'est un bâtiment pour lequel le confort thermique peut être obtenu uniquement par post-chauffage de l'air neuf nécessaire pour obtenir des conditions de qualité d'air intérieur suffisantes. Si je reformule, un bâtiment pour avoir une bonne qualité d'air intérieur, il a besoin d'une certaine quantité d'air neuf. Le bâtiment passif, il va permettre d'assurer le confort uniquement par le chauffage qui peut être véhiculé sur cet air neuf. Donc voilà un peu la genèse du projet. J'aime bien rappeler que c'est actuellement le seul principe de construction qui est explicitement mentionné dans le groupe 3 dans le 5e rapport du groupe dans le groupe 3 du 5e rapport du GIEC, la version de 2018. Je ne suis pas allé voir pour ceux qui sont sortis cette année. Et ils sont présentés comme une solution
efficace de limitation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au climat futur. Voilà, c'est en tout cas à ma connaissance le seul label qui peut se vanter de ça. Les exigences du label sont, premièrement, si on parle en termes de critères, un besoin de chauffage qui est inférieur à 15 kWh par mètre carré par an, ou son critère alternatif sur la puissance, qui doit être inférieur à 10 watts par mètre carré de surface habitable. Donc, pour donner un exemple, sur une maison de 150 mètres carrés, 10 watts par mètre carré, ça va représenter 1500 watts, c'est-à-dire la puissance environ d'un petit four domestique. Donc, imaginez un petit four pour chauffer une maison de 150 mètres carrés. Second critère, une fréquence de surchauffe qui doit être inférieure à 10%, c'est-à-dire que la température intérieure du bâtiment ne doit pas dépasser 25 degrés plus de 10% du temps. En France, les labellisateurs préconisent plutôt 5% du temps. Une étanchéité à l'air indiquée selon l'indicateur N50 qui doit être inférieur à 0,6. Je reviendrai sur ce critère-là plus tard pendant la présentation. Et enfin, une consommation, tous usages confondus, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, tous les équipements spécifiques, les télés, les ordinateurs, etc. Toute la consommation pour tous ces usages inférieure à 120 kWh en énergie primaire par mètre carré et par an. Cela se vérifie uniquement avec un logiciel dédié de conception qui a été conçu spécialement pour la construction passive, ça s'appelle le PHPP. Et en France, les différents labels, je reviendrai sur ceux pour la rénovation plus tard, les labels sont délivrés par l'association La Maison Passive et son réseau de labellisateurs partout sur le territoire. Les grands principes de la construction passive, alors pour résumer en quelques mots, l'idée, ça va être déjà dans un premier temps de capter le soleil en mettant les bonnes surfaces de fenêtres sur les bonnes façades, donc notamment le sud, avec des fenêtres à la bonne taille qui vont permettre de profiter de ces apports solaires qui sont gratuits, et en même temps les fenêtres qui sont traditionnellement les parties faibles de l'enveloppe thermique doivent être de haute qualité pour isoler malgré tout et éviter que des déperditions y aient lieu. Ces fenêtres, elles s'inscrivent dans la globalité d'une enveloppe qui doit être très isolée. Donc autant les murs que la toiture que le plancher bas doivent respecter une certaine cible en termes d'isolation. Cette enveloppe, elle doit également limiter les ponts thermiques, qui sont des zones faibles ou des discontinuités d'isolation au travers de l'enveloppe. Donc, les supprimer autant que possible, et quand c'est vraiment impossible, notamment en rénovation, les atténuer. Ensuite, un autre pilier, c'est l'étanchéité à l'air, qui concerne également l'enveloppe. Donc voilà, un travail vraiment approfondi sur cette caractéristique-là. Et enfin, le travail sur l'étanchéité à l'air va impliquer de devoir malgré tout ventiler le bâtiment pour pas que l'air ne se renouvelle pas. Donc, une ventilation à double flux qui permet, comme c'est le cas dans le cadre, par exemple, de la ventilation simple flux, d'extraire l'air qui est contenu à l'intérieur du logement, mais également d'apporter de l'air neuf pour compenser cet air qui est extrait. Entre ces deux flux d'air, air neuf soufflé et air extrait, va être installé dans la centrale de ventilation un échangeur de chaleur qui permet de limiter les déperditions de l'air qui est soufflé vers l'extérieur. Il va transférer ces calories à l'air qui entre. Tous ces éléments-là, parfaitement gérés, permettent d'arriver à un niveau de performance énergétique très élevé, donc peu de déperdition et un faible besoin de chauffage, d'assurer le bon confort thermique partout, pas de point froid au niveau de l'enveloppe, et d'assurer la qualité d'air intérieur. Donc, premier focus sur l'isolation qui doit être renforcée. La valeur cible en construction passive pour les murs, la toiture et le plancher est une résistance de 6,7 m² Kelvin par watt. Pour comparer, les seuils de résistance thermique minimale qui doivent être atteints pour avoir l'accès aux aides financières nationales sont indiqués plus bas sur le slide. Donc pour les murs, 3,7. Pour les différents éléments, les différents types de toitures, 4,5, 6 ou 7 m² Kelvin par watt en fonction de la configuration d'isolation. Et pour le plancher bas, 3.
Donc on voit que la cible maison passive en termes de résistance, quelle que soit la partie d'enveloppe concernée, est globalement supérieure à ce qui est attendu pour délivrer des aides en France. Pour donner quelques éléments, un mur de 3,7 m² Kelvin par watt, ça représente grosso modo 12 cm d'une laine minérale performante. Et par exemple, pour les combles perdus, 7 m² Kelvin par watt, ça représente, disons, 28 cm, donc posés à plat dans les combles de watts de cellulose. Alors, comment est-ce qu'on peut atteindre, autant pour le neuf que pour la rénovation, ces performances? Il peut y avoir différentes possibilités. Les labels bâtiments passifs n'imposent pas de mode constructif, donc la liberté est complète pour le type d'isolant à installer. Pour donner quelques exemples, sur les murs, ça va représenter par exemple 22 cm de polystyrène ou 36 cm de paille compressée avec 2 cm de fibre de bois de plus en isolation côté extérieur. Autre possibilité, 24 cm de fibre de bois. Pour les éléments d'isolation de toiture, 26 cm de watts de cellulose en comble perdu, 16 cm de fibre de bois plus 10 cm, 7 cm entre chevrons pardon, et 10 cm en plus au-dessus des chevrons. Ou pour une isolation de plancher bas, donc de plafond de cave, ça peut représenter 15 cm de polyuréthane. D'une manière générale, dans la poursuite de l'objectif de supprimer et atténuer les ponts thermiques, l'isolation par l'extérieur est à privilégier quoi qu'il arrive. Quand il n'y a pas de contrainte forte sur l'aspect extérieur du bâtiment, c'est cette solution-là qui doit être préférée. Sur le petit schéma là, qui sépare une maison en deux, avec à gauche une partie isolée par l'intérieur et à droite une partie isolée par l'extérieur, sont représentées en rouge les principales zones de ponts thermiques. Donc on voit que certaines disparaissent grâce à l'isolation thermique par l'extérieur. Bien entendu, il en reste toujours qui sont très difficiles à traiter. C'est par exemple le cas d'un pied de façade qui ne peut pas toujours être complètement supprimé, mais il va exister des solutions comme par exemple prolonger l'isolation thermique en extérieur du mur sur la partie basse et donc enterrer là sur le soubassement du mur pour atténuer la déperdition. Limiter les ponts thermiques, ça va également passer par exemple pour une toiture plate par une isolation de toutes les faces de l'acrotère, qui est le petit muret qui remonte là en haut du mur. Des ponts thermiques aussi classiques, ce sont les ponts thermiques qui ont lieu dans les cadres de fenêtres. Donc pensez par exemple, en neuf comme en rénovation, là encore, à privilégier des retours d'isolation thermique extérieure sur les parties fixes des châssis de fenêtres. Et ça me permet également de montrer que les attaches de fixation de l'isolation, donc les petits points bleus qu'on voit ou blancs, peuvent également créer des ponts thermiques quand elles sont dans des matériaux trop conducteurs thermiquement parlant. Donc ce sont également des ponts thermiques qui peuvent être limités en utilisant, déjà en limitant les diamètres de ces attaches et aussi en privilégiant des matériaux qui sont peu conducteurs. Il va également exister des solutions architecturales comme la désolidarisation de balcons qui permettent d'éviter la pénétration d'éléments porteurs au travers de l'isolation par l'extérieur. C'est ce qu'on voit sur ce bâtiment collectif ici, qui est donc localisé à Toulouse. On voit qu'il y a une structure autoportante pour les balcons. Pour voir ça de manière un peu visuelle, sur des visualisations thermiques de murs. Donc là, une présentation du même projet, c'est localisé en Allemagne, dans son état initial et son état après rénovation. Donc on voit que les températures de surface sont largement inférieures après une rénovation performante, c'est-à-dire une isolation et une limitation des ponts thermiques, ainsi que le remplacement des menuiseries. Les avantages d'une isolation renforcée, ça va être bien entendu de limiter les déperditions d'énergie par les parois opaques. Ça permet, côté intérieur, à l'intérieur des pièces, de limiter la sensation de parois froides, qui est une source d'inconfort. Enfin, ça limite aussi le risque de condensation de l'air
au contact de points froids, puisqu'ils disparaissent. Et l'isolation va également jouer un rôle intéressant l'été, en créant une coupure thermique franche entre l'intérieur et l'extérieur. La physique de propagation de la chaleur est la même hiver comme été, elle va d'un milieu chaud vers un milieu froid. Donc en été, une bonne isolation permet d'éviter la chaleur d'entrée par transmission au travers de l'enveloppe. Petit focus maintenant sur les fenêtres. Pour les menuiseries, la valeur cible recommandée en construction passive est une valeur UW de 0,85 watts par mètre carré Kelvin, avec un facteur solaire G supérieur à 50%. Cette valeur UW, elle représente l'inverse d'une résistance. Donc plus elle est basse, plus ça veut dire que la fenêtre est isolante. Le facteur solaire G, il va représenter la capacité d'un vitrage à laisser passer l'énergie solaire pour chauffer, entre guillemets, gratuitement l'intérieur du logement. Pour avoir accès aux aides financières sur des remplacements de fenêtres dans le cadre de MaPrimeRénov' ou d'autres aides nationales, les valeurs qui vont être recommandées sont UW inférieures à 1,3. Donc on voit là encore que l'exigence maison passive, elle est bien plus ambitieuse que ce qui est prévu pour l'accès aux aides financières. Petite indication, SW représente à peu près le facteur solaire G, sauf que c'est à l'échelle de la fenêtre, ça prend également en compte les parties opaques des châssis. C'est un indicateur un peu différent. Donc pour arriver à cette performance importante sur les fenêtres, il va être nécessaire de mettre en œuvre des fenêtres à triple vitrage. Ça ne concerne, c'est pas uniquement une question du nombre de vitrages, il est également nécessaire que les châssis soient de bonne qualité, conçus avec une limitation des ponts thermiques à l'intérieur de ces châssis. Ça peut passer par des châssis qui ont une isolation renforcée, comme on peut le voir ici. Pour les intercalaires qui séparent les vitrages, ce qui existe déjà en double vitrage, il va falloir privilégier donc du coup des intercalaires qui sont également à isolation renforcée, ce qui permet d'augmenter la performance et l'efficacité de la fenêtre. Et enfin, ce n'est pas uniquement une question de fenêtre et de châssis ou de vitrage. La mise en œuvre de ces fenêtres va également être très importante, voire aussi importante. Donc, comme je vous montrais sur l'exemple des ponts thermiques précédemment, ne pas interrompre la continuité de l'isolation entre l'extérieur et la partie fixe des châssis. Bien anticiper ça, autant en neuf qu'en rénovation, prévoir comment vont être installées les fenêtres, dans quelle épaisseur du mur, pour limiter les ponts thermiques à ce niveau-là. Je vous propose maintenant un petit calcul d'application qui permet d'argumenter triple ou double vitrage, quel choix faire, et pourquoi le triple vitrage est pertinent. Alors, sur la partie gauche, non. Ce que représente ce slide, ça va être les apports en gris dans les barres grises, pardon, les pertes pour les barres grises et les apports solaires pour les barres vertes pour des fenêtres qui font 2,5 mètres carrés sur chacune des façades d'une maison, donc nord, est, sud-ouest, etc. Sur la partie gauche, les résultats pour le triple vitrage, une fenêtre qui a une valeur UW de 0,78 watts par mètre carré Kelvin, un facteur G de 53. Pour la partie droite du slide, la même chose, mais pour un double vitrage, une fenêtre qui a une valeur UW de 1,22 watts par mètre carré Kelvin, facteur solaire G, 71%. Elles sont donc toutes les mêmes tailles, elles sont dans le même climat, j'ai pris un climat parisien. Et ce qu'on peut voir, ce qui saute aux yeux, c'est que pour le triple vitrage comme le double vitrage, installé sur une façade sud, il y a un excédent d'apport solaire d'environ 100 kWh par an. C'est le cas pour les deux cas de figure. On peut remarquer que globalement, même si l'écart est de 100 kWh par an, les déperditions comme les apports sont plus faibles pour le triple vitrage. On voit que l'échelle à gauche n'est pas la même dans les deux cas de figure. Là où le double vitrage et le triple vitrage vont se distinguer, c'est sur la partie
nord. Dans le cas du triple vitrage, au nord, le bilan est négatif de 100 kWh par an. Le bilan est également négatif pour le cas du double vitrage, mais avec un bilan beaucoup plus négatif, c'est-à-dire un bilan de moins 170 kWh par an. Donc globalement, la fenêtre sud, qu'elle soit en double ou en triple vitrage, elle a un bilan énergétique positif, ce qui va lui permettre de jouer un rôle de radiateur gratuitement. Globalement, elle apporte plus d'énergie qu'elle n'en perd. Par contre, la fenêtre nord, elle va plutôt jouer un rôle déperditif. Par contre, dans le cas du double vitrage, le bilan énergétique va être beaucoup plus négatif. Alors vous pourriez me dire, mais faut-il mettre uniquement du triple vitrage au nord du coup? Eh bien pas forcément, non, et plutôt pas du tout, puisque en fait, l'installation de triple vitrage va également avoir un impact sur le confort ressenti à proximité des fenêtres. Une fenêtre à triple vitrage, quand on est situé à proximité, elle nous paraît on a un ressenti beaucoup plus chaleureux que quand c'est une fenêtre à double vitrage. La température de surface côté intérieur va être plus élevée pour du triple vitrage. Enfin, le côté confort d'été va également jouer en faveur du triple vitrage. Globalement, c'est comme pour l'isolation de mur, j'entends. Le triple vitrage va également jouer le rôle de barrière thermique plus franche et limiter la propagation de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur, étant donné qu'elle isole plus. Donc sur le sujet des fenêtres, en construction neuve, il est aisé de définir au moment de la phase conception la répartition des surfaces vitrées sur chacune des façades et de définir des pièces de vie plutôt du côté sud de la maison, qui ont besoin d'un confort thermique encore plus important que dans des pièces comme des salles de bain, des buanderies, etc. Et ça va également permettre d'apporter de la lumière naturelle, ce qui va également participer à l'efficacité énergétique de la globalité de la maison. En rénovation, dans le cadre d'une restauration lourde, on n'a pas toujours la main sur les tailles des fenêtres. Donc, autant que possible, si les architectes des bâtiments de France et les bureaux d'études structure le permettent, il faut envisager la possibilité d'augmenter la taille de fenêtre au sud. C'est ce qui a été fait, par exemple, sur cette maison à gauche du slide. On voit qu'il y a des étais qui tiennent au rez-de-chaussée une fenêtre, enfin un mur de façade qui a été agrandi. Et de la même manière, sur ce projet d'une ancienne grange dont les fenêtres ont été agrandies pour profiter des apports solaires. Il est également possible de réduire la taille de fenêtre au nord pour limiter les déperditions et ce côté bilan négatif sur ces façades-là. Donc, les avantages pour des fenêtres très performantes, elles limitent bien entendu les déperditions thermiques. Une bonne gestion de proportion des surfaces par façade va permettre d'en faire des zones à bilan énergétique positif, ce qui permet de considérer ces fenêtres comme des éléments de chauffage sur l'année. Ça va permettre d'augmenter la température de surface côté intérieur des fenêtres, donc un meilleur confort thermique ressenti à proximité. Ça va également jouer sur le confort acoustique, qui est amélioré dans le cas du triple vitrage. Et enfin, comme on le disait pour les parois opaques, l'échange de chaleur par transmission va être diminué en été, donc moins de chaleur qui entre par transmission au travers des fenêtres. Passons maintenant à l'étanchéité à l'air. En construction passive, le critère d'étanchéité en construction neuve est présenté par l'indicateur N50. N50, ça représente le pourcentage du volume d'air intérieur renouvelé chaque heure avec une différence de pression de 50 pascal entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Donc cette étanchéité à l'air, elle est mesurée pendant un test, comme vous pouvez le voir là sur la photo présentée. Il y a une porte soufflante qui permet de mettre le bâtiment en pression ou en dépression, donc jusqu'à 50 pascal, et les fuites peuvent être mesurées au travers de l'enveloppe par cette même porte et le logiciel qui va avec. Donc, dans notre contexte national, et notamment la RE 2020,
le critère, lui, est indiqué, l'étanchéité à l'air est présentée sous la forme d'un autre critère qui n'est pas directement comparable. C'est un critère qui présente, lui, un débit de fuite par mètre carré de surface d'enveloppe. C'est la même valeur, 0,6, mais ce sont des mètres cubes par heure par mètre carré d'enveloppe. Les critères, comme je vous le disais, ils ne sont pas directement comparables l'un par rapport à l'autre. Globalement, il est estimé qu'il y a pour l'indicateur N50, 0,6, ça va représenter une étanchéité environ 4 fois meilleure que 0,6 selon l'indicateur Q4. C'est pas rigoureux. Scientifiquement parlant, c'est pas ultra rigoureux, mais en ordre de grandeur, c'est à peu près ça. On peut d'ailleurs le visualiser sur l'échelle présentée sur la visuelle en bas à gauche du slide. L'objectif passif va être bien plus important et ambitieux que ce qui a pu être fait pour la RT 2005, la RT 2012 qui était l'ancien BBC Finergie, et je n'ai pas trouvé d'échelle de ce type-là pour la RE 2020. En tout cas, c'est indéniable que l'objectif passif reste plus ambitieux. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer une bonne barrière étanche à l'air au sein d'un bâtiment? Ce qui est très important, c'est de bien planifier chacun des éléments de l'enveloppe. Donc, déjà, il faut qu'il y ait que les parois opaques aient des membranes ou des éléments en bois qui vont permettre d'assurer l'étanchéité et que chacun des éléments de l'enveloppe, reliés les uns aux autres, soient étanches et que leurs connexions soient étanches. Donc, les connexions entre les murs et la toiture, les connexions entre les murs et les fenêtres, la connexion des deux pans de toiture, et enfin, toutes les pénétrations habituelles qui ont lieu dans une enveloppe, donc le passage des gaines électriques, le passage de certains éléments de parois, de trappes, voilà. Tout ça doit être anticipé dès la conception pour qu'au moment de la phase chantier, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, tous les éléments sensibles soient bien traités avec les bonnes solutions adaptées pour limiter les fuites au travers de l'enveloppe. Alors, pour vous représenter un peu l'impact que peut avoir l'étanchéité à l'air, j'ai fait un petit calcul sur donc une étude PHPP d'un bâtiment passif labellisé. J'avais accès à ce fichier PHPP pour un bâtiment en Allemagne. Donc, il avait un test d'étanchéité exactement à 0,6 volumes par heure. Il n'est pas allé en dessous. Ça impliquait un besoin de chauffage de 13 kWh par mètre carré par an et une puissance de chauffe de 13 watts par mètre carré. Je me suis amusé, entre guillemets, à modifier ce résultat de test d'étanchéité à l'air. Donc, j'ai rajouté un volume par heure de renouvellement sous 50 pascal. Et ça a fait augmenter le besoin de chauffage de 5 kWh par mètre carré par an et la puissance de chauffe de 4 watts par mètre carré. Donc, si on fait rapidement des écarts relatifs, c'est clairement non négligeable l'importance du sujet étanchéité à l'air sur les bâtiments. Les avantages de l'étanchéité à l'air, ça va permettre de limiter les déperditions par infiltration et par exfiltration. Donc, ce sont tous les mouvements d'air qui peuvent passer au travers de l'enveloppe qui vont être diminués, hiver comme été. Donc l'hiver, ça va permettre d'empêcher l'air chaud à l'intérieur du bâtiment de passer au travers de l'enveloppe. Et de la même manière, une bonne étanchéité à l'air et au vent va aussi permettre d'éviter à la chaleur extérieure de pénétrer au travers de l'enveloppe par infiltration. Bien entendu, il paraît évident après ce que je viens de dire que ça limite les courants d'air, ce qui a aussi pour effet d'améliorer l'acoustique du bâtiment. Ça permet également de limiter la migration de vapeur d'eau au travers de la paroi, ce qui permet de pérenniser l'efficacité de l'isolation dans le temps et ainsi que l'intégrité de la structure. Enfin, cette étanchéité à l'air, elle va avoir un rôle important avec le prochain pilier que je vais vous présenter, la ventilation. Ça permet d'améliorer l'efficacité énergétique du système de ventilation double flux à récupération de chaleur. Donc, c'est assez facile à comprendre. Si les flux d'air peuvent passer un peu comme ils veulent au travers de l'enveloppe, eh ben, cet air chaud qui part vers l'extérieur au travers des murs, il ne va pas être aspiré par la ventilation double flux et ne va pas pouvoir transmettre sa chaleur par l'échangeur.
Donc le dernier focus sur la ventilation. En bâtiment double flux comme en bâtiment traditionnel, pour avoir une bonne qualité d'air intérieur et donc un bon renouvellement d'air, il faut mettre en place une stratégie dite de balayage. Ça implique d'avoir une extraction dans les pièces humides, les cuisines, les salles de bain, les toilettes. Donc ça se fait assez traditionnellement dans le cadre de la ventilation à simple flux sur les bâtiments récents mais plus classiques. Et enfin, des zones d'air soufflé dans toutes les pièces de séjour, les chambres, les salons et salles à manger, les bureaux. Traditionnellement, dans le cadre de la ventilation à simple flux, cette arrivée d'air neuf, elle va se faire par les grilles d'air sur les fenêtres. Dans le cadre de la ventilation double flux, il va falloir prévoir un réseau de gaines d'air soufflé qui alimente chacune des pièces de vie. Donc ça vient en plus du réseau de gaines d'air extrait. Donc là encore, comme pour l'étanchéité à l'air, il faut une bonne anticipation en phase conception pour pouvoir prévoir ces passages de gaines d'air extrait et d'air soufflé. En neuf, ça peut permettre d'anticiper des hauteurs sous plafond pour faire passer les gaines sans trop de soucis. En rénovation, on n'a pas toujours le luxe de pouvoir modifier la hauteur sous plafond d'un étage. Donc des solutions ont été créées et je pense notamment à ce type de gaines qui sont plutôt aplaties par rapport à des gaines traditionnelles qui sont rondes, ce qui permet de faire passer des gaines dans des faux plafonds qui seraient beaucoup moins importants. Un réseau de ventilation classique en double flux va se comporter différents composants. Donc, il y a une centrale de traitement d'air qui apparaît ici en vert. Elle contient donc un échangeur de chaleur qui permet de récupérer la chaleur de l'air sortant pour la transférer à l'air entrant. Il va y avoir deux ventilateurs qui permettent de mettre en mouvement l'air dans les réseaux. Aussi très important, ce qui participe à la qualité d'air dans les bâtiments passifs ou en tout cas ventilés à double flux, ce sont des filtres sur l'air neuf et sur l'air extrait. Ça permet d'une part de ne pas endommager l'échangeur et aussi de ne pas faire entrer dans le bâtiment des particules fines qui viendraient de l'air extérieur. Ensuite, il va y avoir donc logiquement le réseau de gaines sur lequel vont venir s'adapter des silencieux pour limiter l'inconfort acoustique qui pourrait éventuellement apparaître, des organes qui permettent de gérer les débits et de mettre en place une certaine modulation, des bouches d'extraction ou de soufflage en fonction des pièces, bien entendu, les différents conduits. Pour faire le passage et donc le balayage entre les zones extraites et les zones soufflées, des grilles de transfert ou le détalonnage des portes pour que l'air circule bien quand les portes sont fermées. Là encore, j'ai fait un petit exercice de calcul comparatif, donc toujours sur cette maison en Allemagne pour laquelle j'avais un PHPP rempli. Donc par défaut, il y avait une ventilation à double flux qui avait un rendement effectif de 75%. Donc on était toujours sur le même besoin de chauffage à 13, puissance de chauffe à 13. J'ai passé cette ventilation double flux plutôt sur un système à simple flux autoréglable, c'est-à-dire uniquement de l'extraction, entrée d'air par les fenêtres et extraction toujours au même débit. Et j'ai pu constater que le besoin de chauffage augmentait de 11 kWh par mètre carré par an, avec une puissance de chauffe, elle, qui augmente de 2. Donc voilà, là encore, on passe quasiment du simple au double, en passant d'une ventilation double flux à une ventilation à simple flux. Les avantages d'une ventilation à double flux vont être les suivants. Un meilleur contrôle du taux de renouvellement d'air, c'est-à-dire que en permanence, ce qui est extrait va être compensé par de l'air neuf, et ceci en permanence, donc la qualité d'air intérieur en est améliorée. Comme je vous l'ai dit, il y a un filtrage de l'air entrant, ce qui permet de ne pas faire entrer des polluants au travers de l'échangeur et ensuite dans la maison. Les calories de l'air extrait dans les pièces humides vont permettre de préchauffer l'air extérieur entrant. Alors, ce n'est pas du chauffage, hein, c'est vraiment du préchauffage, mais en tout cas, ça permet de souffler à une température qui n'est pas celle de l'air extérieur, mais à une température un peu supérieure. Une partie donc là, dans le cadre de la double flux, on va avoir
un soufflage d'air neuf, et cet air neuf, en fonction du débit, il peut véhiculer une certaine quantité de chauffage. Si vous vous rappelez de la définition puriste du bâtiment passif, c'est un bâtiment qui peut être chauffé uniquement par la quantité d'air neuf amené, en gardant un bon confort. Donc voilà, une partie du chauffage peut être amenée par l'air neuf, ce qui va permettre de limiter le nombre de radiateurs qui seraient éventuellement nécessaires en plus. Enfin, toujours sur notre sujet confort d'été, qui est vraiment une composante très importante et très intéressante du bâtiment passif, il va être possible de bypasser l'échangeur quand cela est nécessaire. Donc, par exemple, en été, quand l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur, à ce moment-là, on bypasse l'échangeur. Comme ça, on fait entrer directement l'air plus frais de l'extérieur directement à l'intérieur. Voilà, on passe maintenant au sujet du confort d'été. Donc, le confort d'été, comme le sujet du besoin de chauffage qui va faire appel à différentes composantes, les différents piliers là, que je vous ai présentés en introduction, le confort d'été, c'est également un sujet qui se prend dans sa globalité. Et donc ça va, autant vous avez vu que c'est autant lié à la ventilation qu'à l'isolation, qu'aux fenêtres, qu'à l'étanchéité à l'air. Ce qui va être très important et ce qui va rejoindre le sujet des fenêtres, ça va être de penser à prévoir des solutions pour limiter les apports solaires au travers des fenêtres l'été. Donc la réflexion s'inverse pendant l'été, les apports solaires ne sont plus bénéfiques au sens où ce n'est plus du chauffage gratuit, mais ça va être des calories en plus qui vont venir chauffer la maison. Donc pour cela, la solution à privilégier, c'est l'installation de protection solaire temporaire du côté extérieur des fenêtres. Ça, c'est très important, c'est côté extérieur. À l'intérieur, l'efficacité va être beaucoup moindre. Une solution qui est assez intéressante, ce sont les brise-soleil orientables. Donc, ça pourrait être comparé à des persiennes qui vont du coup être installées côté extérieur et dont les lames sont orientables, ce qui permet, en fonction de la course du soleil, de venir les régler pour limiter complètement le rayonnement direct. Vous voyez sur la photo là, prise à l'intérieur d'une maison équipée de brise-soleil orientable, BSO. On ne voit pas de marque de soleil sur le sol, donc le soleil ne pénètre pas directement. Par contre, on a toujours accès à la lumière naturelle, ce qui permet de ne pas se retrouver dans le noir, juste pour éviter la surchauffe. Donc très important, limiter les apports solaires. On revient sur le sujet de la ventilation dans le confort d'été. L'échangeur de chaleur, quand il fait plus frais à l'intérieur de la maison, donc la température monte doucement au fil de la journée, l'air est toujours plus frais dans la maison, l'échangeur de chaleur va pouvoir jouer le rôle d'échangeur de fraîcheur dans ce cas-là. C'est-à-dire que l'air extrait va être plus frais que l'air qui entre et il va transférer sa fraîcheur à l'air qui entre. Et comme je vous l'ai présenté, il est possible de faire un bypass, ce qui permet, quand l'air extérieur est plus frais, de venir shunter l'échangeur. Donc on a ici l'extérieur et en bas l'intérieur. L'air neuf va passer à côté de l'échangeur pour entrer directement dans le logement. Donc un petit bilan sur le confort d'été et un bilan de flux sur le confort d'été. Donc c'est un slide que j'ai récupéré d'un webinaire qui a été présenté par la Maison Passive l'année dernière, auquel Clément participait d'ailleurs. Ce slide, il fait un bilan entre un bâtiment passif et un bâtiment qui est performant mais qui n'est pas passif. Donc vous avez sur chacune des flèches jaunes les différentes puissances d'apport de chaleur au travers des différents éléments d'enveloppe. Par exemple, dans le cas du bâtiment passif, un apport de puissance de 50 watts par la toiture fortement isolée, en comparaison 75 watts pour le bâtiment non passif. 200 watts par les murs pour le bâtiment passif et 300 watts pour l'autre bâtiment. Et si on fait le bilan sur chacun des éléments apportant de la chaleur pour chacun des types de bâtiments,
Si on fait la somme de ces valeurs en retirant ce qui peut être considéré comme négatif, on voit que le total va être de 1425 watts dans cet exemple pour le bâtiment passif, alors qu'il va être de 2075 pour le bâtiment non passif. Donc ce sont, allez, grosso modo, 500 à 600 watts en plus qui entrent à chaque instant T pour un bâtiment non passif. Vous aurez accès au support de la présentation. Je vous invite vivement à aller voir ce webinaire. Il est en accès grand public sur YouTube. Je vous le mets donc en lien ici. Webinaire d'environ 1h30 qui détaille très précisément le sujet du confort d'été. Un peu de retour d'expérience. Donc sur une maison rénovée, mais avec la performance d'un bâtiment passif neuf qui est donc à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines, un occupant a instrumenté sa maison et mesure quotidiennement la température à l'intérieur de son bâtiment ainsi que la température à l'extérieur. Ce qui apparaît en rouge sur cette courbe, ça va être la température extérieure, alors que la courbe en bleu va représenter la température à l'intérieur. Donc ce relevé, c'est sur la totalité du mois de juin 2019, à la fin duquel avait eu lieu une canicule, donc environ une semaine ou un peu plus d'une semaine de température très importante. Et on voit, donc c'est la partie encadrée dans le cadre noir, on peut constater que même quand la température extérieure augmente fortement, la température intérieure augmente également, mais ne dépasse jamais les 25 degrés Celsius. Donc il y a fort à parier qu'il y a le bypass de la ventilation qui a été mis en place ou de la ventilation naturelle par ouverture des fenêtres la nuit. En tout cas, l'occupant, il y a également, voilà, je vous ai mis en source renopassif.fr, c'est le blog de cet occupant. Il a également, il partage également sur son blog des tas de données de ce type-là, et il est assez satisfait de son logement l'été. Voilà, donc tout au long de cette présentation, je vous ai donné des solutions qui concernent le neuf comme la rénovation. Les valeurs cibles sont les mêmes en neuf et en rénovation. Maintenant, il existe quand même des critères qui vont être différents pour la rénovation. Donc, c'est pour permettre à des bâtiments existants qui ont des contraintes spécifiques. Il y a des ponts thermiques qui ne sont absolument pas gérables ou à des éléments qui ne vont pas permettre d'avoir comment dire, une étanchéité à l'air aussi importante que dans le cadre du bâtiment neuf. Donc, des labels alternatifs ont été conçus par le Passive House Institute en Allemagne. Donc, le label en rénovation s'appelle Enerfit. Pour y accéder sous nos latitudes, pour respecter ce label sous nos latitudes, le climat européen continental, le besoin de chauffage doit être inférieur à 25 en comparaison des 15 pour la construction neuve. Le critère de surchauffe est le même, il ne change pas. Le critère de consommation, tous usages confondus, ne change pas. Par contre, il va également y avoir une certaine latitude donnée au niveau de l'étanchéité à l'air qui doit être inférieure à... Donc ce renouvellement doit être inférieur à 1 volumeur au lieu des 0,6 pour la construction neuve. Il existe également un autre label qui, lui, va s'intéresser plutôt aux composants qui sont installés. Donc là, il n'y a plus de critères sur le besoin de chauffage dans sa globalité. Le label va être donné sur la base du respect de certaines valeurs de résistance pour les différents composants de résistance ou de rendement. Donc, pour les parois opaques, une résistance supérieure à 6,7, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, ou 2,86 s'il y a uniquement l'isolation par l'intérieur qui est possible pour des raisons de protection d'aspect de façade. La valeur sur les fenêtres est celle que je vous ai présentée. Sur la ventilation, le rendement calculé selon la méthode PHI doit être supérieur à 75%. Le critère d'étanchéité à l'air reste valable dans cette labellisation par composant, par élément, et le critère de
consommation, tous usages confondus, est également à 120, enfin doit être inférieur à 120. Donc voilà, avant de laisser la parole à Clément, quelques éléments sur le label Enerfit par élément, avec un histogramme qui est le fruit d'une étude du Passive House Institute. Donc pour un bâtiment existant, le besoin de chauffage annuel va être, ça dépend de la période de construction, mais peut aller, disons, jusqu'à 220 kWh par an. Une rénovation globale moyennement bien réalisée peut atteindre, disons, 80 kWh par mètre carré par an de besoin de chauffage, alors qu'une rénovation Enerfit par composant va permettre de réduire encore plus, même si ce n'est pas sur la globalité du bilan thermique qui est la réflexion, mais uniquement sur les composants. Ça va également permettre d'atteindre des niveaux de besoin de chauffage très satisfaisants. Pour finir, mais je vais pas, par manque de temps, je vais passer cette partie. Quelques projets très rapidement qui permettent de vous montrer qu'on peut faire de la rénovation sur du patrimoine ancien. Donc là, une maison de parc départemental dans l'Essonne, en Meulière. Voilà, donc avec l'accord des bâtiments de France, bien entendu. La maison a pu être rénovée et atteindre des performances intéressantes. La fameuse maison à Manille-les-Hameaux avec le blog qui va avec. Pavillon des années 70 rénové avec donc diminution de certaines surfaces de fenêtres au nord, augmentation de surfaces de fenêtres au sud. Et enfin, une maison à Londres qui montre très bien qu'on peut faire du patrimoine très ancien avec des modèles nature en façade très spécifiques. Donc là, tout le projet isolé par l'intérieur. Pour chacun de ces projets, je vous ai mis la fiche bâtiment qui vous donne un lien vers la base de données des bâtiments passifs pour avoir accès aux différentes informations de comment ont été réalisés ces bâtiments. Je vous laisse consulter, quand vous aurez le support, les informations supplémentaires. Comment trouver des entreprises d'études qualifiées qui ont été formées aux spécificités de la maison passive. Donc, vous vous rendez sur le lien et vous suivez la procédure. Ça permet d'avoir des équipes qui ont été, comme je le disais, formées et qui savent anticiper les problématiques. Également un lien vers la base de données des projets passifs partout autour du monde. Pour chacun des bâtiments labellisés, existe une fiche qui permet de voir quels sont les composants, comment c'est isolé, quelle ventilation et quelle est l'équipe qui a conçu le projet. Ça peut donner de l'inspiration pour de futurs projets en France. Et enfin, pour en savoir plus, des liens vers des webinaires, dont ceux déjà mentionnés, notamment un de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le projet à Manille-les-Hameaux, là, renopassif.fr, et différents documents et rapports qui peuvent vous apporter de l'information supplémentaire, notamment de l'analyse économique sur des projets labellisés Enerfit dans le cadre d'un projet européen. Voilà, merci de votre attention. Clément, je te laisse la parole et le partage de documents. Ça marche. Merci Maxime. Hop. C'est bon, on voit bien? Ouais, c'est bon pour moi. Impeccable. Eh ben, merci Maxime, bonsoir à tous. Donc je me présente rapidement, moi je suis Clément Castel, je suis gérant d'un bureau d'études qui s'appelle Energelio, qui est basé à Lille. Donc on intervient principalement dans la moitié nord de la France et aussi sur des projets à Paris. Donc en fait on est une équipe de 8, on est des ingénieurs énergéticiens et on est vraiment spécialisé dans le passif, en neuf et en rénovation. On est aussi intervenant dans le cadre de formation pour à destination des architectes, des bureaux d'études sur la thématique du passif. Et depuis 2006, on a beaucoup de projets à notre actif et on travaille à tout type d'échelle. Donc à la fois sur des maisons individuelles, donc maisons individuelles passives neuves, maisons individuelles en rénovation aussi. On a un projet en étude là en cours au Perreux-sur-Marne, par exemple, en Enerfit par élément. Et on travaille aussi sur des projets de collège passifs. On a un projet en cours
avec le CD94 en AMO à Champigny, un Villeneuve-le-Roi, une rénovation Enerfit à Bonneuil-sur-Marne. Voilà, donc on a pas mal de projets en cours, vraiment sur tout type d'échelle, donc de la maison qui va de 80 mètres carrés jusqu'aux bureaux qui font 40 000 mètres carrés. Donc le passif, ça peut aller sur tout type, en fait, ça peut se décliner sur tout type de bâtiment. Nous, ce qui nous intéresse évidemment ce soir, c'est la maison. Et je vais vous présenter le cas donc, de la maison d'Ambleteuse, voilà, donc, que j'ai rénové en tant que maître d'ouvrage. Donc on va faire un petit point sur le contexte du projet, qu'est-ce qu'on a comme objectif. Donc, il s'agit ici évidemment d'une rénovation qui est lourde, donc je vais vous montrer beaucoup de photos, à la fois sur l'enveloppe et les équipements techniques, et vous faire un petit retour sur les travaux terminés et sur les consommations, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est combien ça consomme tout ça, quoi, en vrai, après. Donc, contexte du projet, donc on est sur une maison qui est pour le coup vraiment dans son jus, hein, quand on l'a acheté il y a bientôt 4 ans, donc avec aucune isolation, du simple vitrage quasiment partout, et une nécessité de refaire la façade qui était vraiment pour le coup fatiguée, et une partie aussi des toitures. Donc typiquement, c'est le genre de projet qui s'adapte extrêmement bien à une rénovation lourde et à une isolation par l'extérieur, puisqu'il n'y a pas forcément, même pas du tout de cachet architectural à conserver. Donc vraiment, c'est un peu le cas d'école pour le coup. Ça a été aussi une des décisions, une des motivations qui nous a poussé à acheter cette maison. Voilà, donc on est situé donc, sur la côte d'Opale, entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Donc pas très loin du bord de mer. Donc une maison qui est orientée. Alors, l'orientation, en fait, on voyait en passif, c'est quelque chose qui est vraiment très important, sauf que quand on est en rénovation, on n'a pas le choix, on ne peut pas retourner à la maison, et donc il faut faire avec. Mais globalement, on est quand même sur des orientations qui sont plutôt intéressantes, avec des orientations sud-ouest, enfin sud-ouest-ouest, on va dire. Voilà, donc un petit peu le contexte du projet. Et donc, l'idée, c'est de travailler en rénovation lourde, donc une maison des années 60, en parpaing avec enduit ciment, ce qu'on a vu, très peu d'isolation. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais on va devoir refaire la façade et changer toutes les fenêtres, donc comment est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit performant. Donc, on a fait un petit bilan énergétique. Alors, on a regardé un petit peu ce que consommait la maison avant. Alors, en fait, les factures n'étaient pas forcément à l'image de la performance énergétique du bâtiment, parce qu'en fait, c'était une résidence secondaire. Mais si on suppose que le bâtiment est chauffé à 20 degrés dans toutes les pièces tout le temps, on aurait eu un besoin de chauffage qui était de 330 kWh par mètre carré par an. Voilà, donc c'est extrêmement élevé. En réalité, c'est rare d'avoir des bilans énergétiques comme ça, parce que souvent, sur des maisons qui sont peu isolées, on se rend compte qu'il y a pas mal de pièces qui sont sous-chauffées, et ça donne déjà un ordre de grandeur. Voilà, donc ce qu'on disait effectivement, là, pour le coup, vis-à-vis de la géométrie du bâtiment, c'est idéal pour la rénovation complète par l'extérieur. Voilà. Alors, l'idée, c'est de se dire, bon, on veut faire quelque chose de performant, et quitte à faire quelque chose, autant faire à fond. Et donc, allons vers un objectif qui est ambitieux, qui est l'Enerfit. Alors, pour la petite histoire, en fait, on a essayé de viser l'Enerfit, mais on se rendait compte qu'on avait un certain nombre de contraintes qui ne nous ont pas permis d'aller chercher les fameux 25 kWh dont parlait Maxime tout à l'heure. Mais le gros avantage de la méthode Enerfit, c'est de proposer une approche par élément. C'est-à-dire que dès qu'on va toucher à un élément, on le fait de niveau passif. Et donc, on a des objectifs qui sont ambitieux à atteindre. On le voyait, typiquement, on est bien au-delà des certificats d'économie d'énergie, en tout cas des subventions qu'on peut aller chercher. Et c'était d'ailleurs assez marrant, parce que quand on consultait des artisans, on disait, mais pourquoi vous voulez aller plus loin que les 3,7 en R, alors que vous aurez la même subvention? Et donc du coup, il y a tout cet aspect pédagogique en disant, oui, nous on veut atteindre, on veut mettre plus d'épaisseur d'isolant, même si on a la même subvention, pour pouvoir atteindre des niveaux plus ambitieux en termes de performance énergétique. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions pour pouvoir avoir des isolations avec des valeurs de U. Donc, alors si on traduit ça en R, comme disait Maxime, on est à peu près aux alentours de 6,7.
Sur l'isolation des fenêtres, des UW inférieurs à 0,85, donc qui nécessitent de travailler en triple vitrage partout, de disposer d'un système double flux à récupération de chaleur. Donc c'est là où potentiellement il peut y avoir pas mal de boulot en termes d'aménagement intérieur, et notamment sur l'aménagement de faux plafonds pour pouvoir faire cheminer l'ensemble des réseaux. Mais je vous le verrai, je vous montrerai les photos. Et travailler sur l'étanchéité à l'air qui doit être d'un niveau excellent, puisque grosso modo, le niveau qui est demandé en rénovation passive, c'est à peu près 3 fois plus performant qu'un bâtiment RE 2020 d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même si on est en rénovation, il y a une forte ambition à aller chercher. Et dans tous les cas, ce qui est très intéressant, je trouve, sur le label passif, c'est que il y a un critère sur les consommations totales. C'est-à-dire que la méthode n'est pas forcément dictée sur comment est-ce que vous allez isoler vos différents éléments, il n'y a que des performances à respecter. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une sobriété énergétique globale qui soit forte et qui comprenne l'ensemble des consommations de tout le bâtiment, à la différence des approches réglementaires thermiques, qui, elles, se contentent de prendre en compte tous les postes de consommation de fonctionnement du bâtiment, mais les consommations qui sont liées par exemple à votre frigo, à votre ordinateur, à votre machine à café, ça, c'est pas pris en compte. Et donc, du coup, c'est ce qui fait la force du passif, c'est qu'on va prendre en compte toutes les consommations de la maison. Donc, en ce sens, c'est pour ça qu'on a voulu aller vers ce label-là, puisque c'est un label qui est agile et qui peut s'adapter en fait à tout type de projet, même si vous avez une maison qui n'est pas forcément bien orientée, où il y a des masques, où il y a des problématiques d'isolation, des ponts thermiques qui sont difficiles à traiter, il y a toujours une solution grâce à cette méthodologie d'Enerfit parallèlement. Et c'est pour ça que cette méthode existe, puisque on se rend compte que finalement, les 25 kWh sont parfois compliqués à atteindre. Donc, dire, OK, on ne peut pas faire 25 kWh sur tous les projets, mais l'idée, c'est d'aller le plus loin possible pour pouvoir réduire au maximum les consommations et maximiser le confort des occupants. Donc, ça a ouvert tout type de projet et on a toujours cette sobriété énergétique globale. Alors, on a fait un calcul PHPP et on se rend compte qu'on n'est pas à 25, mais on est quand même sur un niveau qui est extrêmement performant en termes de besoin de chauffage. Donc on le voit, ça c'est un peu la synthèse des calculs qui ont été menés. On est à 33 kWh par mètre carré par an. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a un facteur 10 par rapport à l'existant, si toute hypothèse étant égale par ailleurs, hein. Donc voilà, même si on n'est pas sur le niveau des 25 académiques, on est quand même sur une innovation qui, pour le coup, fait un énorme gap en termes de performance énergétique. On va parler un petit peu et je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on a fait d'un point de vue concret, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc on est parti, donc on a pas mal profité aussi de la rénovation pour pouvoir faire des aménagements qui sont intérieurs, qui n'ont rien à voir avec la performance énergétique, mais en rénovation lourde, c'était l'occasion aussi de créer des ouvertures, puisque avant on avait pas mal de pièces qui étaient relativement fermées. On voit ici un peu apparaître la structure du bâtiment, donc en parpaing. On a profité quand même, typiquement sur la photo que vous voyez là, pour agrandir certaines baies qui étaient plutôt en orientation favorable, en sud-ouest. Donc du coup, on a cassé la lège qui était ici pour pouvoir avoir davantage d'apport solaire. C'est l'occasion d'une innovation lourde, hein. Donc reconfiguration, donc c'était un peu dans son jeu, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc l'idée, ça a été dans un premier temps de reconfigurer les espaces intérieurs pour pouvoir, en l'occurrence ici, ménager un petit local buanderie technique pour accueillir notre système de ventilation double flux et de chauffage, dont je vous parlerai après, qui est un système, je trouve, assez intéressant, puisqu'il fait le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire. Voilà, alors premier point qui nous a attelé, qui nous a pris du temps là sur le chantier, c'est comment est-ce qu'on va faire pour isoler notre pied de façade, puisqu'il y a un pont thermique à traiter, Maxime en parlait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est ce qu'on a fait nous sur l'opération, c'est qu'on est venu en fait creuser jusque la fondation en pied de façade pour pouvoir y implanter un isolant, ici un isolant qu'on appelle un isolant de soubassement, pour venir vraiment finalement créer une chaussette isolante en pied de bâtiment pour traiter le pont thermique de pied de dalle qui représente en fait des déperditions qui pour le coup sont très importantes. Méfiez-vous, parce que sur les projets, moi je vois beaucoup de rénovations passer où en fait l'isolation par l'extérieur elle démarre à 15 cm, donc après tout le mur est isolé. Mais en fait ce qui se passe en dessous, c'est souvent négligé.
et il n'y a pas d'isolant en pied de façade, il n'y a pas d'isolant qui descend au niveau du mur. Et ça vous crée un pont thermique qui est vraiment très important. Donc ça, c'est un élément, en tout cas quand on veut chercher de la performance, qui est primordial. Voilà. Même le chat, il aime bien l'isolation périmétrique. Donc en fait, on a fait ça sur l'ensemble de la maison. Il y a quelques moments où on n'a pas pu le faire, mais globalement, ça reste relativement ponctuel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait avant de démarrer toute isolation par l'extérieur. Ensuite, on a décidé de travailler avec des isolants qui sont biosourcés. Alors pour deux raisons principales. La première, c'est une notion de sobriété carbone, parce que ces matériaux-là sont beaucoup plus favorables en termes de bilan carbone. Et le deuxième argument, c'était d'avoir des isolants qui soient denses et qui proposent d'avoir un déphasage important. Typiquement, c'est très intéressant là quand on a une canicule comme en ce moment, puisqu'en fait, l'isolant va permettre de déphaser le pic de chaleur et donc du coup d'avoir un meilleur confort d'été dans la maison, quoi. Voilà, donc c'est un produit pour le coup qui... Alors, c'est une fibre de bois qui est dense, qui permet d'accueillir un enduit. Donc typiquement, nous, sur la côte, on est beaucoup en enduit blanc, tuile terre cuite. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce type de produit. Mais il y a d'autres produits qui existent, hein, avec possibilité de mettre des bardages, etc. En tout cas, nous, on a fait ce choix-là. Et c'est un produit qui permet d'accueillir aussi un enduit à la chaux, un peu plus naturel que les enduits classiques, en tout cas moins impactant d'un point de vue carbone. Donc, sur la maison, il y a quelques préparations à faire. Notamment, on l'a vu juste avant, il y avait des jardinières et des éléments, en fait, des sortes de petites modénatures qu'on a dû enlever pour pouvoir en fait avoir une bonne planéité avant de mettre l'isolation. Ça, c'est quelque chose d'important en termes de préparation de support. Voilà, donc préparation de la façade avant l'isolant. Et la deuxième phase, ça a été ici de disposer les fenêtres sur la façade, donc ce qu'on appelle une pose en applique extérieure. Ça veut dire que les fenêtres vont venir vraiment se poser dans le plan de la façade existante. Alors on peut le voir ici, la stratégie qui a été employée, ça a été d'utiliser des pré-cadres. Donc en fait, c'est des sortes de cadres dans un matériau isolant. Alors ça peut être en bois ou ça peut être en d'autres matériaux. Nous, on a utilisé du polyuréthane dense recyclé, qui a l'avantage d'être imputrescible et très bon en termes de conductivité thermique, pour pouvoir faire des cadres et du coup les placer en applique sur la maison. Gros avantage aussi de ce genre de mise en œuvre, c'est que donc, en fait on voit ici la position de la fenêtre par rapport au mur existant qui était ici, donc, qui vient finalement en surépaisseur, hein, de la maison actuelle. Voilà, on voit ici, hein, quand on monte sur l'échafaudage, on voit bien la position de la fenêtre qui vient en saillie en fait, hein. Le gros avantage, c'est que on peut mettre les fenêtres sans devoir démonter les fenêtres existantes. Ça veut dire que votre maison, elle n'est pas ouverte au cas de vent quand vous faites cette opération-là. Et ça, c'est vachement pratique. Typiquement, nous, on habitait dans la maison pendant que les travaux étaient faits. Sans cette stratégie-là, ça aurait été plus compliqué. En tout cas, on aurait dû un peu plus réfléchir pour pouvoir protéger les pièces quand les fenêtres étaient changées. Ça, c'était vraiment un gros point positif. Et ensuite, on attaque l'isolation par l'extérieur. Donc, on voit ici l'isolant qui est en fibre de bois, en pose pour le coup qui est en collet et chevillé, pour avoir une bonne tenue en fait sur la maçonnerie existante. Et ensuite, donc, cet isolant qui recevra un enduit. Donc, on peut voir un petit peu ici une simulation thermique qui permet aussi de prendre en compte les pertes qui sont liées aux chevilles, hein, parce qu'il faut le tenir, hein, cet isolant-là. Alors, c'est des pertes qui sont très très faibles, hein, maintenant. Il y en a des technologies de cheville qui font qu'il n'y a quasiment pas de pont thermique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les fixations. Ça ne crée pas, ou en cas de très peu de pont thermique. Il y a pas mal de soins à apporter sur la mise en œuvre de cet isolant, notamment à l'interface avec les fenêtres. Donc, il faut être vigilant avec vos artisans pour bien gérer cette interface. Le mieux, c'est d'avoir un retour d'isolant sur la fenêtre. Alors, ça permet de booster la performance thermique et aussi, esthétiquement, ça permet d'affiner aussi les cadres. Donc, c'est assez joli, je trouve. Voilà, ça, c'est un peu un point de vigilance qu'il faut avoir. L'avantage, c'est que si jamais vous avez la chance d'avoir une entreprise qui gère à la fois les fenêtres et l'isolation, c'est eux qui vont gérer cette interface-là. Nous, c'était le cas, on a eu cette chance-là. Mais du coup, voilà, c'est un peu un point important. Donc là, on voit un petit peu la tête des chevilles et de l'isolation
qui démarre. Typiquement, alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ce genre de produit, vous avez des languettes, donc rayon languettes, ce qui permet d'atténuer les ponts thermiques au niveau des jonctions entre panneaux et d'avoir une parfaite continuité entre panneaux, chose que d'autres isolants ne proposent pas forcément tout le temps. Donc voilà, ça c'est un peu un bonus qualité, on va dire ça. Donc avancée de l'isolation. Donc il y a toujours en fait des éléments à bien anticiper. Typiquement, la déviation des gouttières qu'il va falloir voir avec votre artisan. Comment on doit gérer finalement les réseaux qui peuvent cheminer en façade. Si vous avez des réseaux électriques, des points d'accroche, de la fibre qui passe, etc. Donc renseignez-vous auprès de vos concessionnaires justement pour que ça se passe bien à ce niveau-là. Mais à part ça, c'est vraiment assez facile et ça va assez vite en fait en termes d'exécution. Voilà, le chantier avance. La maison, du coup, commence à être bien isolée. Autre élément aussi à prévoir, il y a un peu des points de vigilance au niveau ici de l'égout. Donc à voir si vous aviez... Nous, on a eu de la chance parce qu'en fait, on avait une petite surépaisseur qui a permis d'accueillir l'isolant sans devoir modifier la gouttière. Donc, mais typiquement, il y a plein de maisons où il faut justement créer une petite avancée de toiture pour pouvoir gérer cette jonction-là. Et en pignon, c'est pareil, il va falloir gérer une extension de quelques tuiles pour pouvoir justement recouvrir la surépaisseur d'isolant. On le voit ici, en fait, la petite extension de toiture qui va devoir être générée. Voilà, Clément, ensuite... Oui, excuse-moi, je t'interromps une seconde, il y a une question, étant qu'on n'était pas très loin des fenêtres. ouais. Pourquoi avoir placé les ouvrants, les fenêtres, en applique, entre parenthèses, en fait, en légère saillie du bâti initial et pas au droit des nouvelles façades? Parce qu'en fait, d'un point de vue thermique, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, si on revient sur le détail qui est ici, en fait, l'idée, c'est d'avoir la meilleure continuité possible entre la fenêtre et l'isolant qui est ici. Donc, en gros, la meilleure position possible serait été de mettre la fenêtre ici. Sauf que d'un point de vue structure, c'est compliqué de faire tenir avec les porte-à-faux, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre la fenêtre vraiment, je vais presque dire, le démarrage de la fenêtre à fleur de la façade existante pour qu'il n'y ait pas de pont thermique, en fait, au niveau de la mise en œuvre de cette fenêtre, pour qu'il y ait une continuité qui soit vraiment la meilleure possible pour le coup. Et donc, typiquement aussi, de pouvoir mettre en œuvre les fenêtres avant de faire l'isolation pour ensuite gérer le retour d'isolant sur la fenêtre pour pouvoir aussi booster la thermique à ce niveau-là. Donc ça, c'est un détail qui est assez fin, mais effectivement, sur les rénovations, c'est quelque chose qui est vraiment monnaie courante en rénovation passive. Tout à fait. Voilà, on s'est arrêté là. Ouais. Donc après, il y avait des sujets au niveau des appuis. Donc un détail qui était assez intéressant, c'est qu'on a travaillé avec un produit assez innovant qui permet de faire des appuis qui sont isolés. Donc c'est la marque Purenit qui fait ça, qui permet d'éviter d'avoir un appui béton qui crée énormément de ponts thermiques et de points de condensation, qui permet du coup de supporter les fenêtres justement au niveau à fleur de la façade existante. Hein. Voilà, donc on a travaillé avec une entreprise qui est certifiée CEPH artisan. C'est-à-dire qu'ils ont suivi une formation dispensée par donc la Maison de Passy France et qui a sensibilisé justement cet artisan à comment bien travailler les détails à la fois d'isolation, mais aussi de mise en œuvre des fenêtres et d'étanchéité à l'air. Et donc ça, c'était d'un confort exceptionnel parce qu'en fait, on parlait vraiment le même langage, on avait le même objectif. Voilà, si jamais vous avez la chance de pouvoir trouver un professionnel dans votre coin qui a cette estampille, c'est vraiment, vraiment un plus. Ensuite, au niveau de la toiture, alors nous, on a des comptes qui sont perdus. Donc, on a travaillé avec une isolation qui est horizontale. Hein. On a travaillé encore une fois avec un matériau qui est biosourcé, en prenant soin de traiter les remontées, en fait, des petits accrotaires, pour traiter un peu les ponts thermiques à ce niveau-là, essayer d'emballer au maximum les petites remontées de murs qu'il pouvait y avoir pour traiter les ponts. Et on a travaillé en fait avec un isolant qui s'appelle le thermojute. En fait, c'est des sacs en toile de jute qui sont, une fois qu'ils sont arrivés en bout de course, qui sont broyés, recyclés et qui créent des panneaux isolants
ce qui est pas mal. Donc là, on a mis 36 cm en 2 couches pour pouvoir essayer de les croiser. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est un isolant qui est, pour le coup, pas très cher, qui gratte pas, contrairement à une laine de verre et une laine de roche, qui sent bon, qui est facile à découper, enfin vraiment top, quoi. Vraiment, les biosourcés, pour le coup, c'est très agréable, surtout qu'en plus, c'est nous qui les avons mis en œuvre. C'est vraiment un bonheur. Un point très important quand vous faites une rénovation à ce niveau-là, c'est de bien traiter l'étanchéité à l'air et de faire un test d'étanchéité à l'air au moment où le en fait, finalement, hors d'air, une fois que vos fenêtres sont posées, etc., est fait pour pouvoir éventuellement détecter si jamais il y a des fuites et pouvoir les traiter en temps voulu. Donc, on a fait un test d'étanchéité à l'air intermédiaire, une fois qu'on était au clos couvert, pour pouvoir vérifier que l'objectif était bien atteint, des fameux envolumeurs. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a pu terminer l'ensemble des travaux extérieurs, donc avec tout ce qui est mise en place des trames pour les enduits. Hein. Pour nous, en l'occurrence, on enduit à la chaux, couleur blanche. Voilà, donc l'enduit qui arrive sur la fibre de bois. Donc l'avantage de la fibre de bois, c'est que c'est directement support d'enduit. Ce qu'on a essayé de faire aussi d'un point de vue esthétique, c'est d'intégrer les coffres de volets roulants dans l'épaisseur d'isolant en essayant de traiter au maximum le pont thermique. Et ce qui fait qu'on ne voit pas de coffre de volets roulants ni à l'intérieur ni à l'extérieur, parce que souvent, enfin, moi de mon point de vue, hein, je trouve ça assez disgracieux. Donc ça, c'est aussi intéressant de travailler en isolant par l'extérieur de forte épaisseur, typiquement de niveau passif, pour pouvoir gérer ce genre de détails. Lorsque vous avez que 12 cm d'isolant, c'est compliqué, vous ne pouvez pas le faire. Là, c'est l'avantage. Voilà un petit peu l'avancée des travaux avec l'enduit qui commence à prendre sa couleur définitive. Et donc on a quand même refait une partie de la toiture parce qu'il y avait des problèmes de fuite. Pareil avec un système d'isolation avec des airs typiquement proches du passif, hein, comme ce qu'on avait vu avec Maxime. Et petite dernière partie sur les équipements techniques dans le cadre de la rénovation. Donc on est parti en réseau de ventilation double flux. Donc là pour le coup, il y a pas mal de gaines à passer. Donc on a aménagé des faux plafonds. Donc on avait la chance d'avoir un petit peu de marge au niveau des plénums pour créer des faux plafonds où on déployait finalement le nouveau réseau d'électricité parce qu'on l'a refait à neuf, encastrement de spots, etc. Et aussi placer les réseaux. Et donc, du coup, avoir donc un système qui permettait de distribuer la ventilation dans l'ensemble des pièces. Donc, ça se présente de la manière suivante. C'est un caisson sur lequel vous avez des tubes qui sont connectés dessus. Et dans chaque pièce, il y a un tube qui va partir pour alimenter donc soit en soufflage, soit en reprise, puisqu'il s'agit d'une ventilation double flux. La fameuse machine, alors là, c'est une machine qui est 3 en 1, alors même 4 en 1, si on peut dire ça comme ça, qui fait chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire. Gros avantage en rénovation, en tout cas en rénovation de niveau passif, parce que ça ne marche pas pour les rénovations qui ne sont pas de niveau passif, parce que c'est des puissances qui sont relativement faibles pour pouvoir chauffer les bâtiments, puisqu'il s'agit de micro-pompes à chaleur, donc c'est vraiment des puissances pour le coup qui sont de l'ordre de 1500 watts, comme on disait avec Maxime. Et donc l'avantage, c'est que ça fait la taille d'un frigo, un gros frigo en fait, hein. Et ça prend assez peu de temps à mettre en place pour avoir les 3 fonctions, même les 4, puisque ça propose de faire un petit peu de rafraîchissement. Ce qui est pas mal, c'est par exemple ça vous fait de l'eau chaude et en tout cas le froid que génère la pompe à chaleur, il n'est pas recraché dehors, il peut être recraché dans la maison pour justement profiter un peu de cette fraîcheur. En ce moment, ça peut être assez intéressant. Ah, désolé, ça ne sort pas très bien. Donc c'est une machine tout en un qui fait voilà, ces 4 fonctions-là. Ce qui est important quand vous mettez ce genre de machine, consultez une entreprise qui a la compétence déjà de pouvoir installer des ventilations double flux et de bien anticiper en fait le déploiement des réseaux, parce que vous voyez, ça fait pas mal de réseaux à déployer en fonction de la géométrie de votre bâtiment. Donc du coup, voilà, il y a des faux plafonds à prévoir. Ça, c'est quelque chose qui s'anticipe en conception. Il ne faut pas le voir en cours de chantier, ce sera trop tard. Les travaux terminés, donc voilà un petit peu la maison une fois terminée. Donc nous, ça va faire 2 ans que les travaux sont terminés.
on est vraiment très très content déjà du confort qu'on a en hiver. Avec le triple vitrage partout, c'est vraiment top. On a vraiment pas de sensation de paroi froide. Il fait toujours cette sensation de chaleur enveloppante, agréable quand on rentre dans la maison. D'ailleurs, enfin, tout le monde nous le dit, c'est vraiment quelque chose de très très agréable. Faut le vivre pour le ressentir et le croire. Euh, donc ça en hiver. Et en été, à l'inverse, on a une maison qui reste vraiment extrêmement fraîche. Là, il fait vraiment hyper bon. Alors, il faut quand même baisser les volets pour pas qu'il y ait de soleil qui rentre. On voulait mettre des brise-soleil extérieurs, mais comme on est sur la côte, on est vraiment dans des couloirs de vent assez importants. On a souvent des tempêtes à 100, 130 km/h. Donc on a mis des volets roulants qui sont plus robustes. Mais en région parisienne, je pense qu'on peut plus travailler avec des brise-soleil, hein, voilà. Mais en tout cas, la maison reste vraiment ultra fraîche en, en été. Et là, en l'occurrence, on est vraiment très 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 bien, quoi. Donc voilà un petit peu donc les fenêtres triple vitrage. Alors, en fait, rien ne distingue une fenêtre triple vitrage de double vitrage, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que bon voilà, c'est une porte-fenêtre classique, hein, comme ce qu'on voit partout. Euh, voilà un petit peu l'intérieur de la maison. Donc on a profité aussi pour revoir un petit peu la géométrie des fenêtres, pour essayer d'avoir un maximum de luminosité. On est content aussi des portes-fenêtres vitrées qui apportent pas mal de lumière, en triple vitrage pour le coup aussi. Euh, voilà, un petit peu la maison. On va essayer de travailler aussi dans une démarche alors ça n'a rien à voir avec le passif, hein, mais de réemploi de matériaux. Donc les carrelages que vous voyez ici, c'est le carrelage de réemploi. Il y a pas mal de bois qu'on a travaillé en réemploi, toutes les huisseries, etc. Enfin bref, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Euh, voilà, donc on a fait certifier la rénovation pour aussi avoir un peu l'aboutissement de notre démarche, même si ça donne pas forcément, enfin ça donne pas, en tout cas dans notre région, ça ne donne pas accès à des subventions supplémentaires, mais on voulait vraiment pour le coup marquer le coup et avoir cette référence, d'avoir mené le travail jusqu'au bout sur la maison. Et dernier point, et après j'arrête de parler, c'est sur les températures en été, où là, en fait, on avait pris donc, cette machine-là, en fait, elle est connectée, vous pouvez avoir les données sur le smartphone. Bon, c'est bien, c'est un peu geek, mais c'est intéressant d'avoir des retours de température. En tout cas, il y avait un truc qui était assez intéressant, c'est que, par exemple, là, nous, on avait eu une canicule, bah, justement, ça correspondait à la canicule qu'on a eue plutôt en juin, là, en fin juin, bah, un peu la même que ce qu'on subit là, un petit peu moins fort quand même. On est monté, nous, sur le littoral, quand même, alors c'est assez exceptionnel, on est monté à 35 degrés dans l'après-midi, et donc ça a duré pendant quelques jours quand même, et la maison, elle n'est jamais montée au-dessus de 25 degrés, quoi. Donc on était vraiment hyper bien, cette sensation de fraîcheur qui reste longtemps dans la maison. Euh, et un truc qui est vachement intéressant, c'est que la centrale de ventilation, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en hiver, elle récupère la chaleur pour éviter qu'il y ait de la chaleur qui se barre dehors euh, donc, enfin, vous payez du chauffage pour rien, contrairement à la simple flux. Mais à l'inverse, en fait, en été, la centrale de ventilation, le système d'échangeur, il permet de récupérer la fraîcheur. C'est-à-dire qu'il conserve la fraîcheur de votre maison à l'intérieur et ça évite de faire rentrer de l'air chaud. Et ça, c'est vraiment parlant parce que quand on voit ici typiquement la température de l'extérieur qui est à 35 degrés, l'air qui est soufflé dans la maison, il est qu'à 26 grâce en fait à ce phénomène d'échangeur. Et ça, c'est gratuit, hein. Il n'y a pas de pompe à chaleur, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. C'est quelque chose vraiment, pour le coup, passif, quoi. Donc vraiment, un gros point positif pour la double flux en ces périodes typiquement de canicule qui seront de plus en plus récurrentes. Et il y a un truc dont je parle pas, mais qui est assez parlant, il faudrait que je mette une photo d'ailleurs, mais là j'en ai pas mis, mais c'est les filtres. Alors quand on voit la tête des filtres, quand on les change, parce qu'il faut les changer à peu près entre tous les 4 à 6 mois, les filtres, vous les mettez, ils sont vraiment blancs immaculés, et quand vous les sortez pour les changer, ils sont vraiment noirs de chez noir. Et ça, c'est toutes les particules qui ont été piégées dans le filtre, qui est un filtre fin, qui permet de piéger à peu près 90% des particules PM10, et donc, particules fines. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on n'a pas respiré, quoi. Donc, c'est vraiment un côté, c'est vraiment un plus, hein, sur ce genre de machine. Voilà, donc ça, c'était le petit focus en zoomé.
Et retour de consommation sur 2 ans. Donc là, en fait, on a fait des relevés de Linky. Alors, l'avantage de Linky, c'est qu'on peut les récupérer les consommations au pas de temps relativement fin. Donc on voit un truc, on voit un trend là de consommation. Alors quand on analyse un petit peu plus finement ces consos, on se rend compte qu'on a un talon de consommation qui correspond finalement à nos usages. C'est tout ce qui est frigo, télé, ordinateur, voilà, production d'eau chaude sanitaire, donc qui est plutôt lié au moment où on ne chauffe pas la maison. Et il y a des moments où on va chauffer la maison. Donc, du coup, c'était plutôt la partie en bleu qui est ici. Donc on a un peu deux comportements, hein, un plutôt été mi-saison et un comportement hiver. Et les pics que vous voyez là, alors c'est pas le système de ventilation ou quoi, ou le chauffage, c'est quand on recharge la voiture électrique. Donc en fait, c'est assez intéressant de voir un peu les ordres de grandeur, mais la mobilité, c'est quand même aussi un poste de consommation qui est vachement important. Et quand on décortique un petit peu, donc nous c'est la petite Zoé qu'on a la première à 22 kWh, mais globalement c'est quand même. Donc on imagine avec une Tesla où voilà, ça serait des consommations qui seraient beaucoup plus importantes pour le coup. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir la facture énergétique réelle sur un an. Donc là, l'année 2019, on est à 4500 kWh pour un an. Donc la maison, elle fait à peu près 130 mètres carrés, hein. Voilà. Et donc, dedans, c'est pas tout à fait correct parce qu'on devrait enlever la consommation de la Zoé, qui fait à peu près, on n'est pas des gros rouleurs, hein, à peu près 700 kWh par an. Donc en fait, ça ferait à peu près 3800 kWh par an. Alors si on fait le calcul, je ne sais pas exactement à combien on l'achète en ce moment le kilowattheure, mais 3800, si on l'achète, allez, 18 centimes, on va dire à peu près. Ça nous fait une facture d'électricité pour l'année de 684 euros. Tout compris. Sauf, là j'ai enlevé la Zoé, mais voilà, 684 euros pour tout faire dans la maison, chauffage, ventilation, eau chaude, frigo, ordinateur. Voilà, donc ça fait par mois 57 euros par mois. Donc là, on parle en énergie primaire, c'est pas forcément très intéressant, c'est plutôt pour les spécialistes de la thermique. Mais et donc voilà, année 2020, donc là on était un peu plus à la maison, on faisait un peu plus de télétravail, on va dire ça. Et donc on avait une consommation qui a un petit peu augmenté, on avait roulé un petit peu plus parce qu'on avait utilisé au printemps la voiture. Enfin bref, voilà, en tout cas on est encore dans les mêmes ordres de grandeur, à peu près 3800 kWh par an pour 130 mètres carrés. Intéressant, c'est que la méthode de calcul PHPP, en fait, elle vous permet de faire une prévision de ces consommations-là. Et c'est un des seuls logiciels qui permet d'avoir une prévision fiable, voire même un petit peu pessimiste, si toutefois vous avez un comportement un petit peu économe. Nous, on avait regardé le PHPP, ce qu'il nous annonçait, c'était 108 kWh, et en fait, on arrive à consommer même 30% de moins que la prédiction du logiciel, parce qu'on a des comportements assez économes, assez engagés, mais globalement, on se rend compte que aussi l'avantage de mener une telle démarche, c'est que vous allez pouvoir avoir une visibilité vraiment forte sur votre future consommation. À l'inverse d'approches qui sont plus réglementaires, ou par exemple, je parlais des DPE ou des approches de calcul RT, qui sont un petit peu dans les choux par rapport à ça. Voilà, donc la conclusion, c'est que on est très content d'avoir fait cette démarche-là en termes déjà de confort en été, en hiver, en termes de qualité d'air, parce que vraiment on a un air qui est vraiment extrêmement sain dans la maison. On est très content du coup d'avoir des factures super basses. Alors aussi, ça c'est toujours intéressant quand on parle porte-monnaie, d'avoir réussi à faire un facteur 10 sur une maison comme ça, qui était quand même, il y avait quand même c'était quand même assez ambitieux. Et c'était à refaire, on ferait pareil parce que voilà, et je pense qu'on va refaire pareil pour d'autres projets qu'on a en tout cas en cours d'études parce que ça marche vraiment bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on vous mettra le support à disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci de votre écoute. Merci Clément pour ta présentation et merci de mettre le support à disposition. Il y a eu une question à laquelle j'ai répondu à l'écrit. Pouvez-vous rappeler comment s'effectue la récupération de fraîcheur par le système sans pack de manière passive? Donc Ouais. j'ai rappelé le concept
de l'échangeur de chaleur, que l'air chaud qui entre donne sa chaleur à l'air plus frais qui sort, et du coup, il entre plus frais que ce qu'il était à l'extérieur. Il y a une question qui est revenue en retour. Et ça permet de passer de 35 degrés extérieur à 25 degrés en insufflé avec 24,5 à l'intérieur. Il faut que je me replonge dans la thermique. Donc tu garantis qu'en termes de température soufflée dans le logement, tu disais 26 si j'ai bien retenu. Ouais, c'est ça, en fait, dans le logement, il est peut-être 24,5, tu souffles à 26. En fait, il y a à peu près entre 1 degré et 1,5 degré de plus, alors qui est dû au fait que l'échangeur, il est pas parfait, et aussi qu'il y a un petit peu d'échauffement qui est lié au moteur. Et globalement, on arrive à des températures qui sont vraiment très très proches, donc on arrive à récupérer cette fraîcheur. Et pour que ça dure vraiment, pour que la maison reste fraîche très très longtemps, quoi. Ok. Et Il y a une une petite question sur les coûts. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors les coûts, Classique. grosso modo, nous on est arrivé à peu près à un atterrissage à 125 000 € TTC pour la rénovation. Alors on a fait pas mal de trucs nous-mêmes, notamment tout ce qui est cloisonnement, tout ce qui est placo qu'on voyait au début. En fait, ça on l'a fait nous-mêmes. Tout ce qui est décoration, peinture, on a fait pas mal de trucs aussi nous-mêmes. Donc on a mis pas mal la main à la pâte, hein, clairement, hein, pour vous dire, à l'intérieur. La pose du réseau de ventilation, ça moi j'ai fait moi-même. Mais grosso modo, pour vous donner un ordre de grandeur, on était à peu près à 90 000 € pour tout ce qui était donc isolation intérieure, isolation extérieure, fenêtre, réfection de la toiture, gestion de l'étanchéité à l'air, enduit, etc. Enfin, toute la partie vraiment purement extérieure. On était à peu près sur une vingtaine de milliers d'euros pour tout ce qui était donc, chauffage, ventilation, élec, un peu de plomberie, mais il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, donc c'est relativement bas parce que j'ai fait pas mal de trucs moi-même. Et le reste, à peu près 10 000 € de trucs divers, en fait, qui sont liés, un peu de revêtement par-ci, un peu de changement, d'huisserie, des choses comme ça. Donc voilà, à peu près 125 000 €. Alors, c'était à l'époque où les prix étaient encore trop flambés sur certains matériaux. Mais en fait, le ratio, il y a un ratio qui est assez intéressant, c'est 1 000 € du mètre carré. On y était à peu près, hein, quand on fait beaucoup de trucs à l'intérieur. Maintenant, ça dépend énormément de votre projet. Là, on avait la chance d'avoir un projet simple, entre guillemets, à traiter, notamment par l'extérieur. Maison qui est finalement accessible sur tous les côtés. Mais voilà, l'ordre de grandeur. Et ces 1 000 €, ça peut en faire sursauter certains et certaines. Sur le long terme, disons sur 20 ans de conso et tout, tu as quelques éléments. Alors, j'ai pas fait encore, mais j'ai pas fait le calcul, mais je pense que les ordres de grandeur, quand on fait ce genre de calcul-là, c'est des temps de retour sur investissement, alors qui ne sont pas de 5 ans, hein, comme ce qu'on peut retrouver sur des temps de retour investisseurs purs, mais grosso modo, on est quand même sur des temps qui sont de l'ordre d'une quinzaine d'années. Donc, quand on est propriétaire, c'est intéressant. Et en plus, alors, au vu des évolutions du prix de l'énergie, je pense que les 15 ans que je vous dis là, ce sera peut-être plus tôt en fait. Peut-être qu'on va arriver à 12 ans, 13 ans, on va peut-être gagner quelques années. Et aussi, il y a le côté, si jamais à un moment donné, il faut qu'on vende, il faut qu'on se sépare de la maison, moi, le DPE, en fait, qu'on va avoir, il est très très bon. Il y aura potentiellement, et je pense que ça commence à arriver, une mise en valeur du bien grâce au fait qu'on a quelque chose des factures qui vont être basses, et du coup une étiquette énergie qui va être intéressante. ouais, il y a un calendrier qui est déjà prévu là pour l'interdiction de mise en location, Ouais, de vente sur des bâtiments très mal classés. tout à fait. Et toujours sur les coûts, Monsieur Spiga qui demande l'équipement de chauffage seul. Alors l'équipement, le système tout en un, c'est à peu près juste la machine, hein. Sans le réseau, c'est à peu près en 10 000 € à peu près. Après, il faut compter le réseau. Il faut rajouter entre 2 et 4 000 €, ça dépend de la géométrie de votre maison, si vous avez beaucoup de réseau ou pas. Voilà. Grosso modo, si vous faites faire ça par un pro en, en réno, ça vous coûtera à peu près 20 000 € si vous faites tout faire en fait. Ok.
Et une remarque qui n'est pas une question, les agences notaires avancent 15 à 18% de plus-value après une rénovation performante. Voilà, à voir. Après, ça dépend. Nous, on n'est peut-être pas forcément dans les mêmes contextes budgétaires que la région parisienne en termes de prix au mètre carré. Mais globalement, enfin, pour être tout à fait transparent, la maison, on l'avait achetée. Alors, c'est quand même pas donné parce qu'on est pas très loin, enfin, on est sur la côte, on est à près de 240 000 euros. Il faudrait que je fasse le calcul, je sais pas si je vais m'y retrouver. Mais... Ok. Bon, et ben, je pense qu'on va clôturer cette présentation. Merci encore Clément de t'être Avec plaisir. et d'avoir pu participer. Merci à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir suivi.